Bonjour à toutes et à tous. Au nom de Coloplast, je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire pour le lancement de Sensura Mio Concave. J'ai ici déjà avec moi autour de la table deux orateurs, Nathalie Coco, infirmière stomathérapeute au CHU Liège, qui va nous parler de la terminologie de la morphologie abdominale, et Béatrice Beck de Coloplast, qui va nous présenter le Sensura Mio Concave. Après la pause, des différentes études de cas seront vous présentées également. Aujourd'hui, il s'agit d'un webinaire interactif, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, en bas à droite sur votre écran. Et avant la pause, les questions seront répondues par nos orateurs. Mais tout d'abord, j'aimerais bien vous présenter Anne-Stine. Et Anne-Stine est spécialiste médicale chez Coloplast Danemark. Et elle aimerait bien vous parler d'un document de consensus sur un meilleur soin de stomie. Allons regarder ensemble sa vidéo. Mit navn er Anne Sten. Jeg er Lead Medical Specialist i Coloplast. Inden jeg kom til Coloplast, har jeg arbejdet med stomiopereret i 17 år. At finde det bedst egnede stomiprodukt til den enkelte patient er livsvigtigt. Vi ved fra market research, som vi har lavet siden 2010, at vores brugere af vores produkter stadigvæk har lækageproblemer. Og bare man har oplevet lækage en gang, vil man bekymre sig om det for resten af sit liv. Og det gør man på trods af, at vi og vores konkurrenter har udviklet nye produkter kontinuerligt, og stadigvæk så har vi ikke løst det problem. Inden for stomiplejen er der en tendens til, at man har et valg af et fladt produkt som et første valg. Og at man tager udgangspunkt i, hvorvidt det fungerer eller ej. Og det er først, når man finder ud af, at det flade produkt ikke fungerer, at man ændrer til enten at tilføje nogle tilbehørsprodukter eller skifte til en anden type produkt. Og hvis man kunne træffe det professionelle valg helt fra begyndelsen, så kunne man sikre patienterne mod at opleve lækage, mod at få peristomale hudproblemer, og dermed også sikre dem en langt bedre livskvalitet. Stomiplejen er i høj grad baseret på erfaringsbaseret viden. Der er ikke så meget evidensbaseret viden at finde inden for vores felt. Ved at tage den erfaringsbaserede viden og bringe den i spil via en modificeret Delphi-metode, så kan man løfte den erfaringsbaserede viden til en form for evidens. Og det er hele formålet med at køre en modificeret Delphi-proces igennem for at opnå konsensus omkring et specifikt område, og i dette tilfælde den peristomale kropsform, og hvordan man identificerer den. Altså sammen med 2.000 sygeplejersker har vi opnået konsensus omkring, at det første step, når man skal vælge et produkt til den enkelte bruger, det er at evaluere den peristomale kropsform. Den tager udgangspunkt i, hvorvidt den enkelte kropsform er flad, indad eller udad. Derudover er der klart en masse andre forholdsregler, man skal tage, og derfor er der også 10 andre rekommendationer. Men det første step for at sikre det bedst mulige valg, det er at evaluere den peristomale kropsform. Jeg er super stolt af de 2.000 sygeplejersker, som sammen med os har skabt konsensus omkring, hvordan man træffer det bedst mulige valg sammen med den enkelte bruger af et stomiprodukt. For på den måde at højne den stomiopereredes livskvalitet. Et maintenant, je donnerai la parole à Nathalie Coco qui va nous parler de la terminologie de la morphologie abdominale. Nathalie, c'est à vous. Merci Elke et merci Béa de m'avoir invité à vous parler de ce que Coloplast met en place déjà maintenant depuis quelques années. Et donc cette terminologie de la morphologie qui doit nous aider justement à avoir un langage commun entre professionnels afin de bien pouvoir prendre en charge nos patients au quotidien.
Donc, une étude de marché a été réalisée par Coloplast, a documenté que la majorité des personnes stomisées présentaient des sillons, des plis dans la zone péristomiale. On sait tous qu'on a des corps différents, des besoins différents, des façons différentes d'aborder les choses et que chaque patient a un contexte particulier, dont notamment ce contexte physique auquel on doit être super attentif pour pouvoir adapter le matériel au mieux et lui assurer une qualité de vie. Les patients, suivant les études de Coloplast, ont fréquemment des fuites, quel que soit le type de stomie. Il y en a au minimum 60% qui en souffrent. C'est dépendant aussi de la zone géographique de la stomie et de la durée de vie de la stomie. Donc évidemment, le type de stomie, ça va avec le type d'effluent, évidemment. Si on a une colostomie, que ce soit des selles moulées ou des selles liquides, on peut avoir des problèmes de fuite, des impactions de sel sur des selles moulées, on a toutes déjà connues en tant que stomathérapeute. Les iléostomies, bien entendu, les effluents sont liquides. L'urostomie, au niveau des urines, eh bien là, on agit aussi sur le pH de la peau et donc ça peut donner lieu aussi à des fuites importantes ou pas, mais qui sont délétères pour la qualité de vie du patient. La zone géographique, évidemment, elle nous aide ou pas à contrer ces fuites, c'est-à-dire que si on a par exemple une stomie d'urgence avec une stomie qui se situe au-dessus de la ligne de flexion ou sur la ligne de flexion, c'est parfois difficile d'adapter l'appareillage. La durée de vie avec une stomie, je dirais que ce soit une courte durée ou une longue durée de vie, les fuites peuvent arriver à tout moment, que ce soit dans les premiers mois ou bien entendu plusieurs mois après la mise en place de cette stomie. Alors, des connaissances cliniques, en tant que stomathérapeute, nous en avons toutes. Les facteurs contribuant aux fuites et aux problèmes cutanés, évidemment, ce sont les effluents de la stomie, mais pas que, c'est tout un contexte, c'est aussi les habitudes de vie du patient, c'est la position de la stomie, est-elle éversée correctement, dans quel sens est-elle inclinée, et donc tout cela participe à une discrimination du patient pour pouvoir adapter un appareillage le plus efficace possible et qui lui procure la plus grande qualité de vie. Protéger la peau des effluents, évidemment, c'est ce qu'on demande à tout appareillage, c'est protéger la peau péristomiale des effluents qui pourraient éventuellement être en contact. L'appareillage utilisé doit les recueillir de façon étanche et sûre en couvrant correctement la peau péristomiale proche de la stomie. Lorsque les effluents de la stomie s'échappent de l'appareillage, ils entraînent évidemment plusieurs soucis, qui est d'abord une limitation des activités physiques, sociales, entraînant parfois aussi un arrêt de travail, parce qu'on n'est pas arrivé à avoir un système suffisamment sécure que pour lui assurer cette qualité de vie qui lui est propre. Et donc, c'est vraiment quelque chose de difficile à vivre au niveau social, au niveau intime. Ce sont des problèmes que nous rencontrons fréquemment et donc sur lesquels les labos travaillent et en collaboration avec nous, nous aident à trouver des pistes de solutions au quotidien. Donc, près de 60% des consommateurs utilisent un appareillage plat, les 40% restants utilisent un appareillage convexe. Selon les études de Coloplast, moi je n'ai pas fait d'études de marché pour savoir si mes patients étaient plus appareillés en plat ou en convexe, mais je peux facilement le croire. Et donc maintenant, est-ce que le plat et le convexe sont suffisants pour pouvoir éviter toutes les fuites? Je ne suis pas sûre. Donc, est-ce qu'un plat avec ceinture est peut-être plus confortable que seul un convexe? Ça, encore une fois, c'est à discuter. Donc, en fonction du patient, en fonction de son niveau socioculturel aussi,
pour comprendre l'appareillage qu'on lui met en place et en fonction de son souhait de récupération d'une qualité de vie qui lui est propre, encore une fois. Donc ici, les graphiques nous montrent qu'en Amérique du Nord, on utilise beaucoup plus de convexes qu'en Europe, que les convexes sont beaucoup plus utilisés chez les iléostomies et que ça touche beaucoup plus de femmes que d'hommes. Encore une fois, voilà, ce sont des notions et des chiffres qui nous sont rapportés par Coloplast. Alors peut-être qu'un appareillage plat n'est pas toujours la meilleure solution, comme je le disais. Est-ce qu'un appareillage plat avec des accessoires est suffisant ou faut-il passer à une autre solution? Alors des morphologies de ce type, malheureusement, sont assez rares. Enfin, en tout cas, pour ma part, je n'en ai pas très souvent. J'ai plus souvent des abdomens minces comme ceci, mais à la limite en dénutrition. Et donc, on passe beaucoup plus souvent sur du cru que sur du plat, comme cet abdomen de rêve. Celui-ci est beaucoup plus mon quotidien. Entre plis, gros plis, petits plis, BMI élevé, parfois des éventrations péristomiales, des grossesses. Donc tout ça contribue à ne pas toujours faciliter la vie du patient ni la nôtre par voie de conséquence. Et donc on est toujours preneur de l'évolution de la technologie évidemment pour nous aider à pallier au mieux à ce genre de situation. Alors le défi des différentes morphologies, en voilà quelques-unes, ça c'est plus notre quotidien malheureusement. Je dis malheureusement parce que malheureusement pour le patient, quand on a ce type de stomie, c'est toujours délétère et pour lui en particulier, pour nous, c'est un véritable défi. Et donc heureusement que les labos nous aident à pouvoir répondre à ces différentes situations pour leur assurer quand même un niveau de qualité de vie suffisant pour pouvoir assurer leur quotidien. Alors, besoin d'un langage commun pour communiquer, c'est essentiel entre nous, professionnels de la santé. Avec les patients, ce langage, évidemment, doit être adapté à chacun en fonction de son degré de compréhension et son niveau socio-culturel. Donc, on va parler parfois de monts, on va parler parfois de collines, on parlera de sillons, on parlera de plis, on parlera de masse. Grosso modo, on arrive quand même toujours à s'entendre sur un relief ou une morphologie péristomiale. Ceci étant, effectivement, si on met au point un langage un peu plus scientifique, eh bien, ça nous donne un peu plus de crédibilité, notamment dans le milieu médical. Partager nos connaissances sur les traitements et appareillages pertinents pour prévenir des fuites, mais ça, c'est vraiment un langage commun que l'on doit avoir dans tout notre métier, non pas seulement dans la stomathérapie, mais aussi dans le monde infirmier. Donc ça contribuera aussi à notre connaissance. C'est avoir un cadre de référence commun pour soutenir notre communication. Donc comme je vous le disais, systématiser et standardiser les soins, systématiser le matériel entre nous ou avoir de grandes lignes de soins, mais toujours l'adapter aux patients parce que les contextes de soins sont particuliers à chacun. Et donc ça, la standardisation, oui et non. En langage, oui, mais en adaptant ce langage à chaque situation parce que chaque situation est particulière. Améliorer la formation sans aucun doute et ça poursuit et ça nous poursuivra toujours. La remise en question de notre formation, c'est ce qui fait aussi la richesse de notre métier et pouvoir prendre en charge le patient du mieux que l'on peut. Donc pour répondre à ce besoin, Coloplast a mis en place une terminologie de la morphologie. Donc suite à différents COF auxquels je participe 2 fois par an, un langage commun a été un petit peu dégagé pour pouvoir faciliter la description de la zone péristomiale pour les professionnels de santé et les personnes stomisées. Mais encore une fois, les personnes stomisées, c'est à adapter en fonction de leur degré de compréhension et leur milieu socioculturel. Améliorer la communication entre soignants, ça c'est
inévitable et indéniable et ça ne procure que des avantages. Systématiser le traitement et la formation, certainement. Faciliter la collecte de données et les documentations, ça permet aussi une prise en charge beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide du problème. Alors, pourquoi est-il important de se concentrer sur les morphologies péristomiales? Parce qu'en fait, les fuites sont dues aussi à un mauvais ajustement du matériel autour de la stomie. Donc, on essaye parfois un matériel parce qu'on a une discussion avec le patient, on fait un certain choix. Ce choix n'est pas toujours adéquat et ne répond pas toujours ni à nos attentes, ni à celles du patient. Et donc, ça entraîne des fuites. Ces fuites, eh bien, elles impactent directement leur qualité de vie parce qu'elles les mettent dans une position d'insécurité qui, psychologiquement parlant, est très difficile à vivre. Et donc là, nous devons être le plus rassurants possible et trouver le plus vite possible l'appareillage qui pourra lui permettre de poursuivre sa vie tant que faire se peut, la plus normale possible et d'avoir un degré de confort qui lui correspond. Donc ça reste, ces fuites, le problème numéro 1 au niveau des appareillages ainsi que le confort, mais ça va de pair. Alors, qu'est-ce que la terminologie de la morphologie? Eh bien, ça démarre par décrire d'une manière cohérente et simple la zone qui entoure la stomie, donc la zone péristomiale qui est couverte par un protecteur cutané. Réduire la confusion entre les professionnels de santé et les personnes stomisées lorsqu'elles discutent de morphologie et des difficultés potentielles sur l'indication d'une solution. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment avoir un langage commun au niveau des professionnels de la santé, mais devoir adapter ce langage aux patients pour qu'ils puissent comprendre l'enjeu d'un appareillage, même si pour lui, ce n'était pas son choix de départ. Il faut arriver à lui faire comprendre et l'amener sur cette piste qui peut être différente de celle qui s'était faite au départ de sa source d'information. Alors, 6 plus une étape, ça fait 15 termes, grosso modo. Je ne sais pas si tout le monde retiendra les 15 termes, mais ça en fait quand même 15 termes bien précis pour pouvoir justement adapter notre langage par rapport à cette morphologie. Donc, encore une fois, ça a été élaboré par des infirmiers qui sont autour de la table, comme nous pouvons l'être lors des Coloplastostomie Forum. Et ça se passe dans le monde entier. Et donc, c'est vraiment un consensus national, voire international, qui a été créé pour pouvoir adapter cette terminologie. Donc, parler des différentes formes corporelles péristomiales, eh bien ça, on sait toutes. Les zones péristomiales planes, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas toujours les plus faciles, parce que le plat ou la surface plane n'est pas seul à décider de l'appareillage que l'on y mettra. Le creux, ça veut bien dire ce que ça veut dire aussi. On y a tous été confrontés. Les creux, on peut avoir une surface plane, mais qui est quand même creusée au niveau péristomial proche. Donc ça peut être et l'un et l'autre. Et ça peut bien sûr être aussi une surface bombée, un ventre proéminent, une éventration péristomiale, une grossesse, mais qui n'exclut quand même pas un creux au niveau de pourtours péristomiaux proches de la muqueuse. Donc, c'est plus complexe qu'il n'y paraît de parler de surface plane, de surface creuse ou de surface bombée. Évidemment, les surfaces planes, plus ou moins 50%, là c'est encore selon les études de Coloplast. Moi, je ne suis pas sûre que j'ai 50% de planes quand même. J'ai beaucoup plus souvent de bombées et de creuses, malheureusement, parce que nous sommes confrontés à des défis nutritionnels en 2022 qui sont vraiment des défis quotidiens. Les patients arrivent avec soit des excès de poids, soit ils sont en sous-poids. Et donc, on a quand même rarement des personnes qui sont correctement nourries et qui ont un ventre, je vais dire, comme celui-ci, c'est-à-dire un ventre de rêve.
pour nous, stomathérapeutes. Donc on est plus sur le creux ou le bombé. Alors, la terminologie, elle est divisée en 6 étapes. Donc la première catégorie, on vient d'en parler, c'est le plan creux, le plan plat et le plan bombé. Donc fait référence à la zone péristomiale vue de profil latéral. La suivante, c'est l'uniformité de la zone. Donc ça veut dire qu'on voit sur l'ensemble de la peau péristomiale ce que ça peut donner un appareillage. La fermeté de l'abdominal, ça c'est quelque chose qui influence très fort l'appareillage, parce qu'on peut avoir des abdomens très fermes, bombés très fermes, et des appareillages bombés très très mous. Et donc là, l'appareillage ne va pas réagir de la même manière sur ce type de ventre. Les sillons, les cicatrices et les plis, ça c'est quelque chose que l'on connaît de plus en plus fréquemment, puisque la population est vieillissante. Et donc, nous avons de plus en plus de peaux fragiles avec des peaux qui présentent beaucoup de plis superficiels et parfois des saillies osseuses. Donc, on est vraiment sur des creux ou des ventres bombés qui présentent des plis beaucoup plus profonds. Donc là, évidemment, ça va aussi compliquer un petit peu le choix de l'appareillage. L'emplacement de la stomie, eh bien là, plus que jamais en période Covid, nous sommes face à des urgences d'intervention et donc des stomies d'urgence qui n'ont pas eu de marquage en préopératoire. Et donc on est parfois sur la ligne de flexion, voire au-dessus de la ligne de flexion ou bien en dessous. Et donc ça complique aussi pas mal la prise en charge du patient stomisé. Et l'emplacement de l'ouverture et la hauteur de la stomie. Donc est-ce que la stomie a été bien éversée? Elle est très protrusive et donc là, elle nous aide à l'appareiller. Est-ce que la stomie est basculée à ras de la peau? Là, ça va nous compliquer un petit peu la vie aussi. Donc, il y a vraiment tout un caractère physique, des caractères physiques, j'ai envie de dire, à l'observation de la stomie qui vont influencer l'appareillage après le choix du patient que l'on fait avec lui, le choix de l'appareillage qu'on va faire ensemble. Alors, comment s'y prendre? Il est important d'évaluer le patient dans la position la plus difficile. Et les positions les plus difficiles ne sont pas toujours celles qu'on pense. Donc, la première à laquelle on va penser, c'est la position assise, puisqu'en position assise, on a toujours une proéminence abdominale avec une augmentation de la pression au niveau intra-abdominal. Mais d'expérience, la position en décubitus dorsal, donc vraiment à plat dans son lit la nuit, peut aussi poser de gros soucis, puisque là, contrairement à la position assise, on a un ventre qui a tendance à se réaplanir. Et donc les choses qu'on peut mettre en place, assis ou debout, quand ils sont couchés, ça nous donne tout à fait une autre vision des choses. Donc il faut vraiment prendre en compte les différentes positions pour pouvoir adapter un appareillage le plus sécure possible. L'évaluation doit être vraiment pertinente et de plus en plus rapide, puisque nous sommes dans des trajets de soins et des itinéraires patients de plus en plus rapides. Le court séjour à l'hôpital, je pense que ça parle à tout le monde, ne nous facilite pas les choses. Alors, l'évaluation de l'emplacement d'une stomie, déterminée par le fait que la zone péristomiale se trouve au niveau supérieur central ou en dessous de la ligne de flexion, soit à gauche, soit à droite. Ça peut aussi influencer l'appareillage quand le patient a par exemple un souci de vue. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, il avait une stomie à gauche avec un œil gauche qui ne fonctionnait pas. Et donc, voilà, ça doit aussi pouvoir être pris en compte et devoir adapter l'appareillage en fonction de la dextérité, en fonction des sens du patient qui peuvent être développés ou pas. Le système horlogique peut également nous aider pour pouvoir définir cette zone péristomiale et l'appareillage le plus adéquat à y apporter. Alors, les différentes étapes de la terminologie, donc on y revient, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Donc, quelle est
la présentation de la zone péristomiale. Est-ce qu'on est sur un ventre plat, un ventre creux ou un ventre bombé, en sachant qu'on peut avoir un mix de deux en zone péristomiale très proche et en zone péristomiale plus éloignée. La forme sélectionnée est-elle uniforme? Donc, est-on sur un abdomen uniforme ou un abdomen qui est variable, de fosse et de bosse, comme on dit dans le milieu médical? L'abdomen est-il mou ou ferme? Là aussi, c'est parfois un défi. Moi, il m'est déjà arrivé de suivre une patiente stomisée qui était enceinte, où là, on démarre avec un ventre bombé qui est plus mou et on finit par un ventre bombé très, très, très ferme, où là, l'adaptation du matériel se fait tout au long des 9 mois. Donc, voilà, il y a une adaptation à faire. Les prises de poids, les pertes de poids, là aussi, ça influence encore. Y a-t-il des irrégularités au niveau de la stomie, donc des plis superficiels, des plis plus profonds? Ça, on en a tous, donc voilà, il faut aussi en tenir compte. Est-ce qu'on est proche de l'ombilic? Parce que ça, c'est aussi un défi. Parfois, on est un peu trop proche de l'ombilic et donc, du coup, on a des plis qui se trouvent à un mauvais endroit. Où se trouve la stomie? Au-dessus, sur ou sous la ligne de flexion. Et quelle est la position et l'ouverture de la stomie surtout, la façon dont elle est protrusive, la façon dont le chirurgien a eu la facilité de pouvoir tirer l'anse intestinale et pouvoir les verser au niveau de la peau, ça évidemment, ça nous facilite ou ça nous complique les choses. Difficile de prévoir. Alors, comment est la surface de la zone péristomiale? Encore une fois, ici, on est sur une surface plane. Le rêve, ça nous facilite quand même souvent les choses, mais on est quand même beaucoup plus souvent confronté à des surfaces péristomiales creuses et des surfaces péristomiales bombées, notamment avec quand même un taux d'éventration péristomiale qui n'est pas à négliger et dont le patient souvent ne soupçonne même pas l'existence quand il a été stomisé pour la première fois ou au tout début de sa vie de stomisé. Est-elle uniforme ou variable? Ici, elle est bien uniforme, bien belle. Le rêve, encore une fois. Ici, elle est variable. Donc, on a un petit peu des fosses, on a un petit peu des bosses. C'est parfois du tissu adipeux, c'est parfois un organe sous-jacent aussi, comme on le verra plus tard dans le cas pratique que j'exposerai. Donc voilà, il y a des questions à se poser et une observation à faire dès le départ pour être le plus efficient possible. Alors, est-il ferme ou mou? Là, c'est assez facile à déterminer. Une fois qu'on touche un peu le ventre, si on a l'occasion de le voir en préopératoire, là, lors du marquage, on le sent tout de suite. Si la stomie est là en chirurgie d'urgence, on le testera quand on fera le premier soin. Et là, ça nous donne aussi une indication sur les appareillages que l'on pourrait proposer aux patients. Les irrégularités, là, elles sont nombreuses. Entre parfois des ventres de femmes qui ont été enceintes, qui ont été très, très distendus. Donc là, on a beaucoup de vergetures, on a parfois des plis qui soient superficiels comme ici ou beaucoup plus profonds. Chez les hommes, c'est pareil. Donc on doit faire avec et surtout en fonction de la ligne médiane et de l'ombilic qui nous complique parfois les choses aussi, cet ombilic, parce que le chirurgien n'a pas peut-être pu respecter notre marquage, l'a un petit peu déplacé et donc on se retrouve dans des situations qui sont parfois un petit peu compliquées. Alors, où se situe la stomie par rapport à la ligne de flexion? La ligne de flexion, en général, elle se situe au niveau de l'ombilic. Et donc ici, on voit qu'elle est bien au-dessus. Pour ma part, j'ai assez peu de stomies qui sont au-dessus de la ligne de flexion. J'en ai parfois sur la ligne de flexion, même souvent dans les chirurgies d'urgence, ou parfois quand les patients sont en occlusion, puisque là, nous avons des abdomens très distendus. Et donc, les marquages sont faits un tout petit peu plus haut pour qu'ils puissent redescendre quand l'abdomen se décomprime. Et donc, en dessous de la ligne de flexion, c'est quand même la majorité, en tout cas, des stomies de mon institution. Alors, quelle position de l'ouverture de la stomie par rapport à la surface de la peau? Eh bien, ici, encore une fois, c'est un peu le rêve. Elle est bien protrusive.
la bouche de la stomie est bien alignée par rapport au plan cutané. Donc ici, ce sera assez facile, en tout cas ça paraît assez facile d'appareiller la stomie, parce que parfois les solutions faciles ne le sont pas forcément. Ici, on sait déjà qu'on va ramer un petit peu, puisque là on est à fleur de peau, voire même dans un petit creux, donc on va devoir user déjà d'un peu plus d'astuces pour pouvoir appareiller le patient de façon étanche. Et ici, on est carrément sur une zone bombée avec une stomie en rétraction. Et donc là, on sait que les choses vont être très compliquées et que peut-être plusieurs appareillages devront être essayés avant de trouver celui qui sera le plus sécure pour le patient. Alors, le type d'effluent, évidemment, on en a parlé au tout début des slides. Que ce soit des selles moulées, des selles liquides ou des urines, les trois posent problème pour des raisons diverses. Les selles moulées, les selles moulées parfois poussent l'appareillage parce qu'elles viennent tout en même temps. Le transit n'est pas peut-être aussi bien régulé qu'on le souhaiterait. Et donc, elles arrivent tout en même temps au niveau de la bouche de la stomie. Ça pousse l'appareillage où elles ne descendent pas suffisamment bien au niveau de la poche, donc elles s'impactent et ça crée des fuites, l'appareillage se décolle. Les selles liquides, évidemment, elles auront beaucoup plus tendance à s'immiscer sous le protecteur cutané, surtout si elles sont acides ou basiques, puisque là, évidemment, l'attaque du protecteur cutané est beaucoup plus important qu'au niveau des selles moulées. Et l'urine, l'urine est encore... c'est encore un monde tout à fait différent, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes pH, on n'est pas du tout sur des problèmes de sel. Et là, le protecteur cutané doit être encore beaucoup plus efficient, parce que les urines attaquent différemment ce protecteur. Alors, le choix d'un système, donc des considérations supplémentaires doivent être apportées pour trouver une solution entre un système, une pièce que nous, on va peut-être recommander parce qu'on le trouve très confortable et très facile d'utilisation, mais ce ne sera peut-être pas le souhait du patient. Donc on aura peut-être recours à un couplage mécanique en 2 pièces ou 2 pièces adhésifs de type Mioflex qui sera peut-être plus facile pour lui. Tout ça dépend des caractéristiques physique et de la stomie et de la dextérité du patient et du souhait du patient, encore une fois, en fonction de tout ce qu'on lui aura expliqué pour qu'il puisse être sécure avec son appareillage. Donc le profil péristomial, une fois qu'il est consolidé, il peut être plan, donc surface plane, uniforme, ferme, avec ou sans pli superficiel en dessous de la ligne de flexion, au-dessus de la surface cutanée. Ça, je vais dire, c'est encore une fois une solution, une situation de rêve un peu facile. Parce que ce n'est pas la majorité de nos patients, malheureusement. Il y en a quand même de temps en temps pour nous faciliter un peu la vie, mais c'est loin d'être la majorité. Le type d'effluent et le système d'appareillage, avec les produits de soutien, ça fait aussi partie des choix qu'on doit pouvoir faire, ces produits de soutien, pour appareiller le patient, encore une fois, de façon sécure. Donc la terminologie de la morphologie, elle met l'accent sur tout ce qui est péristomial, donc toute la peau environnante de la muqueuse intestinale. Donc c'est la peau, c'est la façon dont le ventre se présente à nous. Donc différents facteurs qui peuvent influencer le choix de l'appareillage et donner aussi des conseils par rapport à ce qu'on voit tout autour de cette stomie. Donc on va donner des conseils adaptés à chaque patient. Faciliter la description des morphologies, mais ça c'est vraiment communiquer de façon uniforme entre professionnels de la santé. Et donc là, ça permet une meilleure prise en charge du patient stomisé, que ce soit en milieu hospitalier ou à domicile, pour pouvoir les prendre en charge de façon efficace. Encourager les professionnels à prendre en compte l'adaptation de la morphologie, mais c'est inévitable. Le patient qui prend du poids, qui perd du poids, le patient
qui doit retourner dans des traitements concomitants, qui va lui changer son pH de peau, qui va lui changer son transit. Donc c'est une perpétuelle adaptation de ces appareillages de stomie et de ce patient qui, tout au long de sa vie, change. Les patients qui même n'ont plus de traitement sont amenés à vieillir, comme tout un chacun, et le vieillissement de la peau, le vieillissement de la musculature entraîne inévitablement des soucis dont ils ne sont pas toujours conscients, mais nous, oui. Donc c'est à nous de les sensibiliser aussi pour qu'ils puissent se faire suivre de façon régulière et sur du long terme. Soutenir et guider le choix de solutions au niveau de la stomie et procurer des soins pertinents, ça c'est l'essence même de notre métier. On est là pour ça, on est là pour les accompagner. Donc l'objectif global est de fournir un cadre pour évaluer cette morphologie péristomiale tout en apportant les conseils et le choix de produits justement choisis avec le patient pour œuvrer à sa qualité de vie. Donc évidemment, Coloplast a travaillé à faire des carnets d'évaluation morphologique. Donc ce sont des carnets où on pourra éventuellement cocher les différentes alternatives qui s'offrent à nous et aux patients forcément, et qui pourront être aussi un langage commun, par exemple, entre l'interface de l'hôpital et l'interface du domicile. Donc ça peut être un outil supplémentaire pour parler le même langage. Donc, Sensura myoconcave, je vais passer la parole à Elke pour la suite. Pour la suite. Merci du Nathalie webinaire. Merci aussi. pour cet exposé intéressant. Ensuite, Béatrice Beck de Coloplast va nous présenter le Sensura myoconcave. Béat, je t'en prie. Bonjour à tous et merci d'être là à ce webinaire aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous présenter un nouveau produit, une grande nouveauté. Juste un petit détail, pour les personnes qui se sont inscrites déjà il y a quelque temps à ce webinaire, vous devriez avoir reçu un petit colis à la maison avec des échantillons et de la documentation. Pour ceux qui se sont inscrits un peu plus tard, eh bien, si vous ne l'avez pas encore reçu, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais si vous voulez et que vous l'avez, vous pouvez l'avoir près de vous pendant cette présentation. Comme décrit dans la terminologie de la morphologie par Madame Coco, un des principaux facteurs qui va décider de l'appareillage pour le patient est le profil de la zone péristomiale. On vient d'en parler ici en long terme. Et 3 profils se sont bien distingués, le plat, le creux et le bombé. Aujourd'hui, attardons-nous sur la zone bombée pour apporter une solution aux patients qui ont un ventre rond. Et cette solution s'appelle Sensura myoconcave. Écoutez le témoignage de Walton. Nous allons regarder une petite vidéo le concernant. C'est un utilisateur de Sensura myoconcave. The difference in worrying about leakage from the old product to the concave is just about immeasurable. For the very first time, I left this house without anything, only with the pouch adhered to me, and off we went, and there was no trouble. I have not had that kind of freedom before, so this is a new era for me. Et donc ici, nous allons parler de zone bombée. Alors, une enquête dirigée au Danemark, qui a été plutôt entamée au Danemark, sur des patients stomisés qui présentent une zone bombée. En fait, on remarque dans une étude où 5000 patients ont participé. Il y avait environ 2300 patients iléostomisés et 2700 patients colostomisés. Eh bien, cette enquête montre qu'après 200 jours, environ 24 patients présentent une surface abdominale bombée. On remarque bien sûr qu'au fil du temps, cette
proportion, ce pourcentage va augmenter. Et on remarque également ici, dans cette enquête, que 36% présentent une surface bombée à 400 jours après l'intervention. Donc c'est un peu plus d'1 an après l'intervention. Donc on voit bien que ça augmente au fil du temps. Si on remarque également, ici tout au début, à 100 jours, 3 mois après l'intervention, nous avons déjà 12% des patients qui présentent une zone bombée. Mais imaginez le patient quand il arrive à la salle d'opération, eh bien au départ, comme l'a dit Madame Coco, il y a déjà des personnes qui présentent des zones bombées, qui ont une obésité ou qui ont un ventre proéminent. Donc la prise en charge de ce type de patient est vraiment très importante dès le départ, pour un bon ajustement et pour ensuite amener une bonne qualité de vie aux patients. Et bien sûr, tous les patients ne sont pas au même risque d'avoir une zone bombée, de développer une éventration ou d'avoir un abdomen qui prend plus de place. Eh bien, il y a des facteurs qui vont influencer ce type de protubérance. Nous avons les personnes qui ont subi une colostomie, notamment les hommes, les personnes plus âgées. D'autres facteurs tels que la consommation régulière d'alcool va favoriser cette protrusion abdominale, et également le fait d'avoir subi une laparoscopie ou d'être porteur d'une diverticulite. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, différentes surfaces se présentent, la plane, la creuse et la bombée, et on remarque qu'un patient sur 3 présente une surface bombée, et donc c'est quand même assez conséquent dans la population de patients stomisés. Et ces patients qui ont une surface bombée sont mis face à de nombreux défis, car appareiller une surface bombée, ce n'est pas facile, parce que vous devez quelque part mettre quelque chose de plat sur quelque chose d'arrondi. Donc ça va être compliqué. Et donc les défis sont les suivants. Le premier défi, c'est appliquer quelque chose de plat sur quelque chose de courbe. Comme je viens de vous le dire, eh bien, par exemple, imaginez un petit garçon qui court dans une cour de récréation à l'école. Ce petit garçon va tomber. Il va s'écorcher le genou. Bien sûr, il va falloir le soigner, on va désinfecter et on va vouloir y mettre un beau gros pansement pour le rassurer. Eh bien, que va-t-on faire? On va prendre le pansement et on va essayer de le mettre pour essayer de correspondre à la forme du genou. Donc il va y avoir des plis, ou alors vous allez devoir cranter pour pouvoir vraiment faire la forme du genou. Eh bien là, ça ne va pas être l'idéal pour ce petit garçon, parce que ça va se décoller et ça ne va pas tenir à la bonne place suffisamment longtemps. Et dans le cadre d'un appareillage de stomie, eh bien on est dans la même situation. Quand vous mettez un appareillage plat sur une surface courbe, eh bien vous allez avoir des plis, et à ces zones de plis, il y a des endroits qui ne vont pas bien coller et qui seront une source de fuite pour le patient. Et donc pour ce type de situation, l'idéal serait d'avoir un protecteur cutané qui va vraiment épouser la forme du ventre bombé sans faire de plis. Le deuxième défi, en fait, vous avez une stomie et une zone péristomiale qui vont changer en fonction des mouvements du patient ou en fonction de la position du patient. Si vous avez un patient debout, il va avoir un ventre plus ou moins volumineux, avec une petite stomie qui sort, mais si ce même patient s'assied, que va-t-il se passer? Eh bien, le ventre va être plus volumineux et la stomie sera un petit peu moins sortante. Et donc, il faut essayer de stabiliser la zone auprès de la stomie. Pour cela, sur le protecteur cutané, l'idéal, ce serait d'avoir un anneau de stabilité qui va renforcer cette zone interne autour de la stomie et la garder stable lors des changements, des mouvements du patient. Encore un autre défi, c'est que la zone péristomiale bombée, elle va suivre les mouvements du corps. Si vous avez un patient qui est debout, qui va prendre un livre au-dessus d'une étagère, vous allez avoir
le ventre qui va s'étendre. Si vous prenez le même patient qui s'accroupit les bras en bas pour aller ramasser un objet au sol, eh bien, cette zone péristomiale va redescendre et accompagner le mouvement du corps pour gonfler vers le bas. Pour cela, que faudrait-il? Eh bien, l'idéal, ce serait vraiment d'avoir sur le protecteur des zones flexibles qui vont s'adapter parfaitement sur la forme bombée du patient, mais qui vont donner aussi la possibilité de suivre les mouvements en s'étirant et en se rétractant. Quelles sont maintenant les caractéristiques et les avantages principaux de Sensura Mio concave? Alors, Sensura Mio est issu de ce qu'on appelle la BodyFit technologie. Cette technique unique repose sur le fait que l'on a un protecteur cutané qui est très fin, qui va épouser la peau, les plis de la peau et la forme, quelle que soit la position du patient. En fait, cela va donner au protecteur de la souplesse et de la flexibilité. La BodyFit technologie apporte également un élément qui est très important au protecteur cutané, qui est l'élasticité. Et le protecteur, grâce à cette élasticité, va pouvoir s'étirer et se rétracter en accompagnant la peau lors des mouvements. Et là, vous aurez un protecteur qui sera bien ajusté et l'élasticité permettra au mouvement de se faire sans risque de décollement du protecteur. Bien sûr, Sensura Mio concave est issu de la BodyFit technologie et c'est le seul produit qui a été développé pour les patients stomisés avec une zone péristomiale bombée. Sensura Mio concave est pourvu également de pétales. Les pétales, c'est comme une fleur et en fait, ça va vraiment entourer la protubérance abdominale et l'entourer et coller sans former de plis au niveau de la protubérance. Sensura Mio concave est aussi pourvu d'un anneau de stabilité, important pour renforcer la zone interne autour de la stomie et aider à positionner le protecteur cutané. Des zones flexibles sont aussi présentes. Elles sont présentes essentiellement sur le pourtour externe de la plaque et celles-ci, elles vont augmenter l'élasticité du protecteur, donc qui va pouvoir s'étirer et se rétracter, et augmenter la capacité d'adaptation de l'appareillage lors des mouvements des patients. Sensura Mio concave bénéficie aussi d'une zone de stabilité. Alors cette zone, elle se situe entre l'anneau de stabilité, que vous voyez ici, et l'orifice du protecteur cutané. Et alors, ces petits estampages que l'on voit sont de forme circulaire et c'est comme si vous aviez des épaisseurs différentes. Ceci va vraiment vous permettre d'assurer un ajustement parfait autour de la stomie et offrir de la flexibilité au système, mais sans compromettre la stabilité du système. Et donc, ici, les caractéristiques, les spécificités de Sensura Mio concave dont je viens de vous parler, les pétales, l'anneau de stabilité, les zones flexibles, la zone de stabilité, eh bien, en fait, c'est une solution à tous les défis dont nous devons nous devons vraiment résoudre le problème des défis et nous pouvons réussir à les résoudre avec toutes ces caractéristiques de Sensura Mio concave. Nous avons encore une fonction, c'est une caractéristique supplémentaire qui est la fonction Flip to Fit. C'est quelque chose d'unique, de particulier, qui va vraiment vous aider à faciliter lors de l'application. Et je vous invite maintenant à regarder une vidéo qui va montrer comment l'utiliser. Sensura Mio concave, mode d'emploi. Découpez dans le protecteur cutané un trou de la taille et de la forme de la stomie au moyen de petits ciseaux incurvés et en suivant les lignes de découpe sur l'adhésif. Nettoyez soigneusement la stomie et la peau environnante. La peau doit être parfaitement sèche avant l'application du protecteur cutané.
Pliez les 5 pétales pour préparer l'application du protecteur cutané et retirez le film de protection du protecteur cutané. Tenir le protecteur cutané en repliant les pétales vers l'arrière. Alignez la partie centrale du protecteur cutané autour de la stomie. Appuyez avec précaution la partie centrale contre la peau. Puis abaissez les pétales pour les appliquer sur la surface externe. Pour assurer une parfaite étanchéité avec la peau, appliquez une légère pression sur le protecteur cutané entre l'anneau de couplage et la stomie. Appliquez une pression du centre du protecteur cutané vers l'extérieur, dans plusieurs directions, pour assurer une bonne adhérence entre le protecteur cutané et la peau entourant la stomie. Fixez d'abord les zones entre les pétales et puis les pétales eux-mêmes. Avant d'appliquer la poche, s'assurez que le protecteur cutané est propre. Vérifiez que la bague de fixation de la poche est ouverte. Alignez le bas de l'anneau de la poche avec le bas de l'anneau du protecteur cutané. Fixez la poche et le protecteur cutané l'un dans l'autre à partir du bas avec les majeurs. Faire glisser les index vers le haut et appliquer une légère pression vers le haut du couplage jusqu'à ce que la poche soit correctement fixée sur le protecteur cutané. Fermez la bague de fixation en appuyant dessus. La poche est correctement fixée au protecteur cutané lorsqu'un clic est émis. Appuyez du bout du doigt sur la petite languette turquoise placée face au ventre pour ouvrir la bague de fixation. Tenir la languette de retrait de la poche et retirer la poche en la détachant délicatement du protecteur cutané. Retirez délicatement le protecteur en tirant sur la languette de retrait pour l'éloigner du ventre, dans un mouvement de déroulement vers le bas. Avec la main libre, appliquez une légère pression sur la peau pour faciliter le retrait. Veuillez vous référer au mode d'emploi détaillé de la boîte pour une information complète. Et donc voici, après cette vidéo qui était très intéressante, vous allez avoir bientôt sur notre site à disposition des vidéos qui seront disponibles. Vous aurez 4 vidéos, 3 vidéos pour les différents types de systèmes une pièce concave et une vidéo concernant le système de pièces concaves mais en combinaison avec les différents types de poches. Alors maintenant, quelles sont les indications de Sensura myoconcave? En fait, elles sont là pour toutes les protubérances de la zone péristomiale. Les gros ventres, les ventres ronds, les gros plis du ventre, les éventrations, mais aussi pour les personnes qui présentent de l'obésité. Comment maintenant ajuster Sensura myoconcave? Comment allez-vous choisir le bon système? Eh bien, en fait, c'est très simple. Vous devez juste suivre le mode d'emploi en 4 étapes et connaître les tailles des poches disponibles. Alors, concernant les étapes, les voici. La première est de vérifier le profil du corps. La deuxième est de vérifier la position de l'ouverture de la stomie. Madame Coco vous a dit tout à l'heure que c'était très important. Après, vous allez choisir le système de poche et puis vous choisirez la bonne taille. Nous allons maintenant regarder ensemble la vidéo sur le bon ajustement. Getting the right fit with Sensura myoconcave. Step 1. Check body profile. How does the peristomal area appear when the person is seated? If there are obvious curves or bulges, then they most probably have an outward peristomal body profile, and they could benefit from Sensura myoconcave. Step 2. Check position of the stoma opening. How is the stoma opening positioned relative to the surface of the skin? Above skin level, at skin level, or below skin level? If the stoma opening position is above skin level, or at skin level when the patient has a colostomy, then Sensura myoconcave may be of benefit. If the stoma is at skin level, you may consider using a seal as well when the patient has a colostomy. Step 3. Choose pouching system. Does your patient require a one-piece Sensura myoconcave or a two-piece pouching system? The one-piece Sensura myoconcave pouches are available in open, closed and urostomy versions. Two-piece Sensura myoconcave pouches are available with mechanical couplings. Step 4. Choose the right size. What is the size of the stoma?
measure the diameter and select a base plate size to match. Always make sure that the stoma is within the turquoise cutting lines. If in doubt about two sizes, just choose the smallest one. Now carefully cut the base plate hole to create a snug fit around the stoma. Sensura Mio Concave is now ready to be applied. Sensura Mio Concave, a curved fit for curved areas. Eh bien voilà, encore une vidéo, mais nous allons reprendre chaque point séparément. Donc, reprenons les étapes. La première étape est de vérifier le profil du corps. Donc, vous allez faire asseoir votre patient et vous allez regarder son ventre. S'il y a des protubérances, des éventrations évidentes, eh bien alors il est possible que votre patient ait un profil péristomial bombé. Là, peut-être pourra-t-il profiter du système myo-concave. En deuxième lieu, vous allez vérifier la position de l'ouverture de la stomie. Et là, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement vérifier si la stomie dépasse par rapport au plan cutané de la peau de l'abdomen, quel que soit le type de stomie. Et si c'est le cas, eh bien là, le patient pourra profiter du système Sensura concave. Ensuite, vous allez choisir le système de poche. Et là, je vous conseille de choisir le système avec votre patient. Choisissez un système une pièce ou un système deux pièces, parlez-en lui et voyez avec lui ce qui est le mieux pour lui. En dernier, vous allez choisir la bonne taille. Alors, comment le faire? Eh bien, c'est très simple. C'est juste le diamètre de la stomie qui va déterminer la taille du protecteur du patient. Pour cela, il faut que la taille de la stomie se trouve dans les lignes de découpe turquoise du protecteur cutané. Et si jamais vous hésitez entre deux tailles, choisissez simplement la plus petite. Alors, Sensura Mio Concave une pièce est disponible en trois tailles, small, medium et large. Sensura Mio Concave en deux pièces, lui, sera disponible en quatre tailles. Vous avez le XL en plus. Dans le système une pièce, évidemment, vous aurez des poches différentes. Vous avez les poches de colostomie, les poches d'iléostomie et les poches d'urostomie en trois tailles. Donc le small sera découpable de 10 à 40 mm, le medium de 10 à 50 mm, le large de 10 à 60 mm. Concernant le système deux pièces, eh bien là vous l'aurez à disposition avec le couplage clic que vous connaissez déjà. Vous avez quatre tailles, le small qui correspond en fait aux poches de 40 mm et le small sera découpable dans un système de 10 à 35 mm. La medium correspondra aux poches de 50 mm, découpable de 10 à 45. La large correspond aux poches de 60 mm avec une découpe de 10 à 55 et l'extra large correspondra aux poches de 70 mm pour une découpe de 10 à 65 mm. Alors vous aurez cela pour les quatre tailles, vous aurez les poches correspondantes en poches de colostomie et d'iléostomie. Pour les poches d'urostomie, vous l'aurez pour les tailles small, medium et large. Encore un détail, au niveau de l'anneau de couplage, il y a deux œillets de chaque côté de la plaque qui vont permettre d'appareiller le patient avec une ceinture Sensura Mio Brava, si c'est nécessaire, bien sûr. Donc, nous venons en fait de voir les caractéristiques de Sensura Mio Concave, les avantages, comment choisir le matériel, comment utiliser le matériel et les différentes tailles et possibilités du matériel. Et donc, sachez que ce matériel, il est disponible là, maintenant, tout de suite. Aujourd'hui, il est à votre disposition. Et sachez que par rapport au remboursement, tout est en ordre. D'ailleurs, peut-être certaines ou certains parmi vous ont déjà remarqué sur l'annexe 93, qui est la prescription officielle depuis le changement de remboursement le 1er avril 2021, que le mot concave est repris sur la page recto à côté du convexe dans la même colonne. Et donc, ce matériel est officiellement remboursé par l'INAMI. En conclusion,
quel que soit le profil du patient. Qu'il ait une surface plane, à ce moment-là, il pourra bénéficier d'un Sensura Mio plat. S'il a une surface péristomiale creuse, il pourra bénéficier du Sensura Mio convexe dans différents niveaux de convexité. Et si le patient présente une surface péristomiale bombée, il pourra, à partir de maintenant, bénéficier du nouveau Sensura Mio concave. La gamme Sensura Mio est très complète et elle est là pour assurer la sécurité et le confort du patient et contribuer à l'amélioration de sa qualité de vie. Et comme dit Walton, l'ajustement fait toute la différence. Il faut choisir entre rester enfermé chez soi et sortir l'esprit tranquille. Merci Béa pour nous présenter le Sensura Mio concave en détail et tous ses avantages. Je suggère qu'on va regarder les questions dans le chat et en fait j'ai quelques questions pour toi Béa. La première, quel délai de changement on conseille pour le système 2 pièces? Est-ce que c'est le même comme le convexe? Le système 2 pièces, oui, on va essayer de respecter comme avant, en fait, la même durée de vie du protecteur cutané. Donc on va essayer qu'il reste 2 jours en place. OK. Deuxième question. Il y a des ouillets de fixation au système 1 pièce pour le concave? Non, il n'y en a pas. C'est juste sur le système 2 pièces. OK. Et alors une dernière question. Dans quelle catégorie de remboursement se trouve le protecteur concave? Eh bien, comme je l'ai dit, sur la prescription 93, il y a un tableau pour définir l'endroit là où le patient a sa stomie, quel matériel il utilise, et on le trouve dans la même colonne que le convexe. OK, merci Béa. Juste pour info, toutes les vidéos seront disponibles sur le YouTube de Coloplast. Je ne vois plus de questions dans le chat, donc on fera une petite pause et on se revoit dans 15 minutes pour la deuxième partie avec la présentation des cas cliniques. À tout de suite. Rebonjour tout le monde. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en bas à droite sur l'écran. Les questions seront répondues à la fin de la session. Et entre-temps, j'ai 2 nouveaux orateurs autour de la table, Brigitte Crispin et Valérie Hansens. Brigitte, Valérie et Nathalie vont nous présenter leur cas clinique et nous parler de leur expérience avec Sensura Mio concave. Et je propose qu'on va écouter d'abord Brigitte Crispin, infirmière stomathérapeute à UCL Bruxelles. Voilà, Brigitte, c'est à vous. Merci. Alors, j'ai eu la chance de tester en avant-première ce nouveau matériel et comme d'habitude, j'aime bien le découvrir et donc je l'ai testé auprès de 2 patients. D'abord, monsieur F, qui est un monsieur de 88 ans, qui est marié, qui vit non loin de l'hôpital, mais a des difficultés pour se déplacer. Et donc, monsieur a des antécédents qui ne sont pas très significatifs, de l'angor, du cholestérol, une insuffisance rénale, une sténose de la valve aortique et une hypertension. Alors, monsieur n'avait jamais eu de chirurgie et suite à des rectoragies, on a découvert chez monsieur un cancer de la jonction recto-sigmoïdienne. Ça l'a amené en chirurgie et il a eu une colectomie gauche subtotale avec anastomose colorectale latéro-terminale et ça s'est passé dans une autre institution. Monsieur est rentré chez lui, il a bien récupéré après sa chirurgie, mais au bout de 3-4 semaines, il ne récupérait plus de la même manière et ça stagnait un petit peu. Et donc, son médecin traitant a décidé de faire conduire monsieur en salle d'urgence pour asthénie, anorexie et finalement dégradation de l'état général qui s'était passé sur quelques heures. Quand monsieur est arrivé, un scanner a été réalisé et on a découvert qu'il avait une occlusion terminale sur l'anastomose qui avait été réalisée. Une nouvelle colectomie segmentaire gauche a été réalisée avec la confection d'un Hartmann.
Nous n'avons plus entendu parler de monsieur pendant presque 2 ans et soudainement, monsieur nous appelle en disant qu'il a des débâcles de sel et son appareillage lâche tout le temps. Monsieur ayant beaucoup de difficultés pour se déplacer, c'est grâce à l'aide d'une stomathérapeute qui travaille pour un bandagiste que nous avons pu prendre en charge monsieur et lui proposer différentes choses. Alors, comme vous pouvez le constater sur cette photo, nous sommes sur une zone bombée avec une stomie qui est bien sortante. On peut constater, grâce au doigt de la personne qui appuie sur la zone bombée, que c'est une zone molle. Nous ne voyons pas l'ombilic, nous ne pouvons pas vraiment décider si on est au-dessus ou en dessous de la zone de flexion. On le verra plus tard. Alors, grâce à cette stomathérapeute, nous avons pu proposer à monsieur le nouvel appareillage, coloplaste concave, que je ne me trompe pas, qui a été appliqué chez monsieur directement et ça a permis à monsieur d'avoir un appareillage qui ne lâchait plus. En ce qui concernait les débâcles de sel, il avait fait une gastroentérite et donc ça a été traité. Alors, on a retéléphoné à monsieur après 15 jours et ma collègue est retournée le voir aussi. Le patient était entièrement satisfait, il n'avait plus de fuite et alors que quand il nous a appelés, il changeait sa plaque 1 fois par jour. Il ne changeait plus cette fois-ci sa plaque qu'1 fois par 3 jours. Et il m'a même dit qu'il aurait pu la garder plus longtemps si je n'avais pas insisté pour qu'il la change régulièrement. Alors, quand monsieur nous avait appelé la première fois pour nous parler de ses débâcles et de ses problèmes d'appareillage, il nous avait aussi demandé si on ne pouvait pas enlever cette stomie qui lui pourrissait la vie. Et donc, nous avons quand même revu monsieur à la consultation avec le chirurgien. Et là, on a constaté qu'il n'était pas de bonne idée de remettre monsieur en continuité puisqu'il présentait une rectite, des métastases hépatiques et pulmonaires et que son état général n'était quand même pas au mieux. Et donc, on a discuté avec monsieur et monsieur m'a dit « Mais avec le nouvel appareillage, j'ai retrouvé la qualité de vie que je voulais. Je peux faire mes 2 sorties que je préfère par-dessus tout, qui sont d'aller voir mes enfants. Et donc, pour moi, je veux bien rester avec ma stomie si l'appareillage continue à me convenir, comme c'est le cas pour le moment. » Et donc, monsieur était très satisfait. Comme vous pouvez le voir ici, l'ombilic de monsieur est au-dessus. Et donc, nous sommes en dessous de la zone de flexion et monsieur est bien sur une zone bien bombée. Donc, monsieur continuera avec cet appareillage-là. La deuxième patiente avec qui j'ai testé le matériel est aussi une dame âgée, 89 ans, je pense, madame, qui a aussi des difficultés de se déplacer et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Elle a de nombreux antécédents. Il y a son âge, bien sûr, mais elle a une insuffisance cardiaque, un tassement des vertèbres lombaires. Elle a présenté des diarrhées aqueuses parce qu'à un moment donné dans sa vie, elle a abusé de laxatifs. Elle a la dysphagie, infarctus, sclérose en plaques, hépatite, algodystrophie. Donc plein de pathologies qui ont entraîné que madame a pris de nombreux médicaments et entre autres beaucoup de médicaments qui ont provoqué la constipation. Mais ce n'est pas ça qui a conduit madame à la stomie. En fait, on lui a découvert en 2016 un cancer rectal et donc elle a subi une total mesorectum excision avec un réservoir colique, une anastomose colo-anale et une iléostomie de dérivation. Elle a gardé cette iléostomie pendant 3-4 mois et on a refermé cette iléostomie. Malheureusement, après cette fermeture, dans l'année qui a suivi, madame a présenté de l'incontinence. Elle avait une alternance de diarrhée et de constipation qu'il était très difficile de gérer, que ce soit avec la médication ou que ce soit avec l'alimentation. Et donc, en juin 2020, madame a demandé que l'on lui remette une colostomie définitive. On a, dans le même temps opératoire, enlevé le réservoir qu'on avait fait et fermé l'anus. Ça s'est bien passé pendant 1 an à peu près. Et puis, madame est revenue me voir en me disant qu'elle avait quand même beaucoup de difficultés à faire tenir son appareillage plus qu'un jour et demi, parce que ça se décollait tout le temps. En fait, madame m'explique qu'elle a de la constipation et je constate une éventration parastomiale. Alors, ici, nous sommes en dessous de la zone de flexion. Vous la voyez bien, elle est même au-dessus de l'ombilic ici. Nous sommes sur une surface avec quelques plis superficiels et on a une stomie qui est bien sortante. Nous avons donc essayé d'appliquer à madame le nouveau système.
Elle n'y croyait pas fort quand je l'ai appliqué la première fois, mais quand on lui a téléphoné quelque temps plus tard, elle était enchantée et disait que par le fait qu'elle pouvait garder la ceinture avec cet appareillage, elle avait une double sécurité. Elle sentait que les pétales enrobaient son éventration et donc elle avait l'impression que l'appareillage collait mieux, mais aussi que la ceinture lui apportait un confort parce qu'une fois que la poche se remplit, elle a l'impression que ça tire sur son ventre et la ceinture fait que ça diminue le poids et pour elle, c'est beaucoup plus confortable. Alors, il faut savoir que madame, son ventre est parfois mou, parfois dur. C'est-à-dire que si elle est allée à selle, le ventre est mou. Mais si, par contre, elle a des périodes où elle est encore très, très constipée, on a un ventre qui est très dur. Et elle m'a dit que dans les deux cas, elle se sentait en tout cas plus confortable. Et donc, ses conclusions, c'est plus de confort, mieux soutenu qu'avant, et elle est enchantée de pouvoir continuer à porter la ceinture sur cet appareillage parce que pour elle, elle se sent beaucoup plus en sécurité. Et donc maintenant, elle a aussi un appareillage qui tient 2 à 3 jours sans problème. Et elle m'a aussi dit que si je voulais, qu'elle pouvait le garder plus longtemps, mais que c'était pour son hygiène personnelle qu'elle le changeait, mais pas parce qu'elle avait peur des fuites. Et donc, je pense que c'est un nouvel appareillage qui va nous permettre d'aider de nombreux patients où on n'avait que des bribes de solutions jusqu'à présent et pas vraiment une solution définitive et confortable pour eux. Merci. Merci Brigitte pour ce cas intéressant. J'aimerais bien adresser la parole à Valérie Hansens, infirmière stomathérapeute à UZ Bruxelles. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc, je travaille plutôt du côté néerlandophone du pays. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc infirmière en pratique avancée en soins de plaies et stomathérapeute à l'hôpital universitaire néerlandophone de Bruxelles. Et je vais vous présenter ici aussi 2 cas cliniques que j'ai fait avec mes collègues. Donc, le premier cas, il s'agit d'un homme de 66 ans, retraité, moyennement actif, qui a été hospitalisé chez nous dû à un malaise cardiaque et pulmonaire à la maison. Il a été hospitalisé pendant quelques semaines. Il a eu quelques complications, entre autres aussi une insuffisance rénale pour laquelle il a été dialysé et malheureusement aussi une perforation du cécum, pourquoi il a eu évidemment une résection ilio-cécale avec iliostomie, comme vous pouvez voir sur la photo. Vous voyez aussi sur la photo que monsieur est un bon vivant, il le dit lui-même aussi. Sa femme prépare très très bien à manger et elle le soigne très très bien, comme il dit. Donc il n'a absolument pas l'ambition de changer son appareillage lui-même. Il a été très très clair dès le départ. Ceci est une iliostomie aussi temporaire, donc il sera remis à la continuité dans quelques mois. Maintenant, c'est un patient stomisé donc, depuis pas très longtemps. Les premiers appareillages, non, il a eu quelques fuites, des problèmes d'appareillage dès le départ. On voit ici, quand on regarde la morphologie péristomiale, on voit une zone bien bombée. Donc la zone péristomiale est uniforme et molle. Les irrégularités de la peau, il a quelques plis superficiels, mais qui sont plutôt dus à l'appareillage que je vais vous montrer un peu plus tard sur les photos. Et alors, l'emplacement de la stomie est sous la ligne de flexion et l'ouverture de la stomie est au-dessus de la surface de la peau. Et il y a des photos un peu plus loin qui vont vous montrer plus clairement que c'est le cas. Donc, il a un décollement fréquent du matériel, donc dès le départ. Il a des fuites journalières qui l'inquiètent évidemment beaucoup, surtout pour retourner à la maison. Et donc, la dextérité du patient est insuffisante, mais c'est plutôt lui qui est demandeur que quelqu'un d'autre change son appareillage à sa place. Donc, depuis son opération, le patient utilisait le Sensura Click 2 pièces convexes 60 mm, plus de la pâte, plus une ceinture. Comme il avait des fuites fréquentes, normalement, nous changeons le système 3 fois par semaine. C'est l'idée au départ, après l'opération. Donc, heureusement, nous avons eu aussi la possibilité de tester le nouveau matériel, donc le système concave, qui, vu la protubérance et aussi son abdomen bombé, était vraiment l'idéal à ce moment-là de passer à ce test.
Donc vous voyez très clairement à la première consultation sur les photos que le patient est aussi plutôt dans l'inconfort. Donc ok, maintenant il n'a peut-être plus vraiment de fuite avec tout ce qu'on a mis en place, mais cela lui donne aussi beaucoup d'inconfort. Surtout la petite ceinture, comme vous voyez, vraiment dans les plis, serre très fort et est très dérangeant. Quand nous enlevons le matériel, vous voyez aussi que les collègues avaient implémenté un système convexe qui n'est pas vraiment l'idéal, comme vous pouvez voir, comme c'est une stomie qui ressort un petit peu. Et vous voyez aussi très clairement les plis à hauteur donc de la peau, mais qui sont vraiment les plis qui ont été causés par le matériel et par le protecteur cutané qui a fait des plis lui-même sur le ventre et qui donne évidemment de l'inconfort aussi parce qu'il disait que ça lui donnait des chatouilles supplémentaires une fois qu'on enlevait le dispositif. On est passé au système Sensura Mio concave où vous voyez là vraiment, comme là tantôt Béa parlait des pétales, les pétales épousent vraiment bien la protubérance et on voit tout de suite que c'est beaucoup plus confortable et aussi beaucoup plus sécurisant que le système qu'il y avait avant. Maintenant, quand on voit le avant-après, je crois que c'est très très clair. Il était dans l'inconfort avant et après, c'est beaucoup plus, il le disait lui-même, beaucoup plus confortable et ça épouse beaucoup mieux les formes. On a changé aussi, donc on a pu éliminer la ceinture. Il était un peu inquiet au départ, mais il nous a fait confiance. Et comme il était hospitalisé, c'était très facile, on l'avait laissé dans la chambre si jamais. Et en fait, il s'est très vite rendu compte qu'il n'y avait aucun souci et qu'il n'était pas obligé d'utiliser la ceinture. Maintenant, après 4 jours, donc ceci c'est le système après 4 jours, vous allez me dire pourquoi après 4 jours. Comme je vous ai dit, monsieur aime bien se faire soigner et on était passé un week-end et donc il avait décidé qu'il allait se faire soigner que par des spécialistes. Donc les infirmières du service n'ont pas pu changer son système, mais donc on sait maintenant clairement que le système peut rester 4 jours sans aucun souci, alors que c'est évidemment pas le but. Mais donc, voilà, ici vous voyez le nouveau système appliqué après 4 jours. Et alors, après une semaine, donc depuis le changement vers Sensura Mio concave, le patient n'a plus eu de fuite. Donc que le protecteur cutané peut rester en place pendant 4 jours, ça on a su, mais ce n'était pas le but. Et alors, comme accessoire, il n'utilise plus que la pâte. Et le patient continuera à utiliser le système, évidemment, puisque c'est quelque chose qui fonctionne. Maintenant, les photos après une semaine, donc vous voyez, surtout sur la photo de droite, vous voyez vraiment que le protecteur cutané épouse vraiment bien les différents plis. Mais ce que vous pouvez voir aussi, c'est que il y a un petit peu d'attention à donner quand on dépose le protecteur cutané. Il y a une des petites pétales qui a une petite languette un peu plus blanche. Donc le but, c'est vraiment de mettre cette languette plus blanche vers le haut pour que les petits œillets de fixation pour la ceinture soient positionnés au bon endroit si on veut utiliser une ceinture. Et donc après 10 jours, le patient n'a plus besoin de ceinture. La dernière fois, on avait aussi éliminer la pâte parce qu'on s'était dit que ce n'était plus nécessaire non plus et effectivement, donc maintenant, il n'a plus d'accessoires supplémentaires, il n'a plus que le système myoconcave, il est très satisfait au niveau confort et le patient continuera à utiliser le système et comme ça fonctionnait tous les 4 jours à l'hôpital, son épouse continue à changer le système tous les 4 jours. Le protecteur cutané tous les 4 jours et la poche tous les jours. Donc ici, vous voyez aussi après 10 jours d'un autre angle, vous voyez aussi que la stomie est bien ressortie. Donc il n'y a aucune raison de passer à quelque chose de convexe, mais plutôt concave vu son abdomen bombé. Et ici, vous voyez encore une fois que le protecteur cutané épouse bien les formes. Alors nous passons au deuxième cas. Ici, c'est un homme plus jeune, donc un homme de 48 ans qui est plutôt actif dans la vie. Mais vous allez voir aussi, il n'appareille pas sa stomie lui-même, c'est son épouse aussi qui l'aide ici dans ce cas-ci.
C'est un homme qui a une colite ulcéreuse, qui dans le passé a eu une résection antérieure d'as et plus récemment une colectomie subtotale avec iliostomie protective que vous voyez ici. Maintenant, vous voyez aussi qu'il a différentes plaies. Il y a eu un peu d'hésitation pour savoir à quel type de plaie on avait affaire. Donc le chirurgien abdominal a vu le patient, évidemment. La dermatologue a vu le patient parce que les collègues penchaient au départ vers un pyoderma gangrénosome comme ils n'arrivaient pas vraiment à guérir la plaie. Mais en collaboration aussi avec le gastro-entérologue, ils se sont rendus compte que sa colite était vraiment encore active et que vous allez voir aussi au fil des photos, les plaies guérissent, mais il y a des nouvelles plaies qui apparaissent, même si on applique avec des pansements les plaies, elles continuent à venir. Et on lui a d'ailleurs fait la proposition pour une protectomie parce qu'ils se sont rendus compte que son problème n'allait pas se régler tout seul. Donc ici, c'est un patient qui est stomisé depuis plus de 6 mois, qui aussi, la morphologie péristomale est une zone plutôt bombée. Donc la zone péristomiale est uniforme et ferme dans ce cas-ci. Les irrégularités de la peau, il a quelques plis superficiels. Donc l'emplacement de la stomie se trouve au-dessus de la ligne de flexion et l'ouverture de la stomie est au-dessus de la surface de la peau. Et quand on voit comme ça la stomie et le ventre, on peut se poser la question comment ça se fait qu'il a un décollement régulier du matériel et on se doute que c'est surtout par rapport aux plaies qui se trouvent autour. Donc, il a plusieurs fuites par semaine qui engendrent la nécessité de changer de matériel fréquemment et la dextérité du patient est insuffisante pour qu'il le fasse lui-même, donc il se fait aider par son épouse. Donc, depuis juillet 2021, il utilisait le Sensuraclick 2 pièces, plus la pâte, plus le renfort adhésif, plus l'adhesive remover, plus des produits de protection de la peau et une ceinture. Et au fait, ça a été un petit peu la sonnette d'alarme pour dire j'ai plus de budget et ça me coûte un peu cher. Donc, le myoconcave est venu à un bon moment pour subvenir à ces problèmes. Donc, la fréquence de changement se faisait tous les 2 jours dans le domicile, mais depuis les problèmes de plaie, le système a été changé aussi tous les jours en fonction du traitement aussi des dermatologues qui a été avec une pommade à la cortisone 1 fois par jour à un certain moment. Donc, le patient est passé à sensuramyoconcave pour essayer de ne plus avoir de fuite, évidemment, et pour retrouver son sentiment de sécurité quand on maintient en place de son appareillage de stomie. Donc ici, vous voyez les photos de la première consultation. Vous voyez aussi de profil. Et là, on voit que la stomie est bien ressortie et que le ventre est vraiment fort bombé. Ceci est l'arrière du matériel, de l'ancien matériel que nous avons enlevé. Donc les plaies étaient soignées avec le biathène alginate et le Comfil pour fixer. Et le matériel, donc le protecteur cutané, l'appareillage au-dessus. Donc ici, vous avez une position debout, une vue frontale du avant-après. Vous voyez aussi que le patient est très inconfortable avec sa ceinture et qu'une fois que le sensuramyoconcave est appliqué, il n'y a plus vraiment la nécessité d'une ceinture. Ici, vous voyez aussi la vue latérale, c'est la même chose. Ce n'est pas vraiment nécessaire, mais ici, le patient n'était pas tenté d'essayer sans ceinture. Donc, il utilise toujours la ceinture. On lui a donné un modèle. Et l'avantage ici avec le système Myo, c'est qu'il y a 2 œillets pour fixer la ceinture qui donne quand même un léger confort supplémentaire par rapport à l'ancien modèle. Mais il essaye de desserrer sa ceinture petit à petit pour peut-être s'en débarrasser un jour. Ici, vous voyez la vue assise frontale et on voit aussi que la ceinture donne quand même un fameux inconfort. Là, encore une vue latérale, avant-après, on voit quand même qu'il y a une différence. Et on voit aussi, surtout que le protecteur cutané épouse bien les formes du ventre. Donc après une semaine, il n'avait plus de fuite.
Il utilise encore des accessoires, mais il n'utilise plus le renfort adhésif, ça il l'avait éliminé, et il continuera à utiliser le Sensura Mio concave. Donc après une semaine, ceci c'est le système de nouveau vu par l'arrière. On voit qu'il y a une légère fuite, mais après 2 jours, heureusement, cela n'a pas engendré de problème cutané. Maintenant, après une semaine, on voit ici l'application du nouveau système et on voit que ça épouse de nouveau très très bien les formes. Donc après 2 semaines, une absence de fuite complète. Il change le protecteur cutané tous les 2 jours. Donc les causes des plaies, vous avez vu, elles changent un peu de place. C'est vraiment la colite ulcéreuse active pour laquelle il sera opéré bientôt. Il est très satisfait au niveau confort et il continuera à utiliser le système. Donc après 2 semaines, on voit ici, vous voyez, les anciennes plaies sont guéries, il y a des nouvelles plaies qui apparaissent. Donc le problème est vraiment très très clair. Et ici, en position debout, on voit aussi le système. Ceci est après donc 2 jours d'application. On voit qu'il est encore bien en place. Et on voit aussi encore qu'il utilise la ceinture, mais qui est un tout petit peu plus large que l'ancien système. Donc je vous remercie beaucoup. Merci Valérie pour ces 2 beaux cas. Pour les participants, n'hésitez surtout pas de poser vos questions dans le chat. Et pour terminer, j'aimerais bien inviter Nathalie Coco, stomathérapeute au CHU Liège, pour présenter son cas. Nathalie. Merci Elke. Merci encore de m'avoir choisi pour démarrer cette thèse d'un nouveau matériel. Je rejoins Brigitte sur la curiosité et la patience d'essayer un nouveau matériel pour pouvoir présenter une solution supplémentaire aux différentes thérapeutiques du patient. Donc, mon premier patient, il a été assez vite choisi, je dois dire. Béatrice était passée me présenter le matériel et dès le lendemain, j'avais un patient à lui proposer. Donc, c'est un homme de 67 ans, un ancien toiturier retraité, mais avec une histoire quand même assez longue. Parce que ce patient est atteint de la maladie de Crohn. Donc on sait que les histoires de Mickey sont des histoires quand même assez compliquées, avec des moments toujours très délicats pour les patients. Et l'histoire de ce patient, elle commence dans les années 70. En fait, à l'âge de 20 ans, il a eu sa première colostomie. Donc, on revient sur son histoire de Crohn. Il a eu beaucoup de fistules, il a eu des résections grêles, il a eu des fistules anales, des sphinctérotomies anales à répétition. Il est traité par Imuran au départ, donc un immunosuppresseur. Et malheureusement, sur cet Imuran, il développe une cirrhose, une hypertension portale, qui lui donne une hépatomégalie avec une production d'acide qui est quand même constante et donc ce ventre bombé. La zone, comme je vous le dis, est bombée, on va le voir un peu plus tard. Elle est uniforme et ferme. Elle n'a pas énormément de plis, peut-être des petits plis superficiels mais qui ne nous gênent pas pour l'appareillage. Elle est au-dessus de la ligne de flexion. Et la problématique, surtout chez ce patient, était son vécu de sa première stomie, donc sa colostomie en 1970. Vous vous imaginez que le matériel était beaucoup moins efficace qu'il ne peut l'être maintenant, beaucoup moins développé, et donc l'insécurité chez ce patient, pourtant on aurait pu croire que c'était tombé dans l'oubli, ben non, pas du tout, tout a ressurgi avec cette nouvelle stomie. Donc ici, il a une iléostomie pour une incontinence anale, malheureusement. Et donc son iléostomie est terminale. Et c'est surtout son psychologique, donc tout ce qu'il avait vécu sur sa colostomie, il y avait plus de 30 ans, 40 même, qui est ressorti au moment où cette nouvelle stomie a été créée. Donc un grand sentiment d'insécurité, il attendait énormément de son nouvel appareillage. Au départ, il avait été appareillé en Sensura Mio, une pièce plate, puisqu'on ne connaissait pas encore le concave. Et puis Béatrice est venue me présenter le concave, et donc
j'ai repris la balle au bond et je lui ai tout de suite proposé l'essai. Et il a tout de suite été preneur de cet essai pour le sécuriser au maximum. Donc, je lui ai proposé dès le départ, parce que ça me semblait le plus adapté pour lui, je lui ai proposé évidemment le 2 pièces et le 1 pièce, tout en sachant qu'il avait déjà été hospitalisé pendant plus d'1 semaine avec du 1 pièce Sensura Mio. Donc, je suis passée sur le concave 1 pièce aussi chez lui. Ça a donné vraiment des résultats immédiats. Donc ici, on voit que c'est l'ancien système. Hein. Donc on voit bien les plis ici du Sensura Mio classique 1 pièce sur la zone bombée. Donc vous voyez, c'est une belle zone bombée avec des plis, mais qui sont assez superficiels. Mais le protecteur suit quand même tous ces plis. Et donc on le voit très clairement sur les photos, que ce protecteur n'est pas une réponse complète à l'appareillage du patient. D'ailleurs, on voit que tous les plis sont imprimés carrément sur la surface de la peau. Donc, on le voit bien ici. Donc, on a vraiment une zone bombée, ferme, avec une stomie qui est somme toute assez protrusive, avec une bouche de stomie qui est bien alignée par rapport au plan cutané, donc qui ne nous posait pas vraiment de soucis. Par contre, la suture proche de la zone péristomiale était quand même à éviter, surtout qu'on a une petite zone de nécrose au niveau de l'ombilic, donc il y avait des soins particuliers à y apporter. Le patient est tout à fait content avec son système concave. Il utilise un skin barrière parce qu'il a fait des toutes petites rougeurs péristomiales, mais qui n'ont pas duré dans le temps. Il n'a plus été du tout confronté à des fuites, ne l'avait pas été avec le système 1 pièce non plus, Mio, mais on n'a plus ce souci de plis au niveau de la peau. Et le système concave épouse vraiment beaucoup mieux la morphologie du ventre. Donc, comme on le voit ici, il est revenu en post-opératoire. Eh bien, il est tout à fait satisfait de son système. Donc ça, c'est la première fois que je le revois. Et puis après, il a eu une espèce de doute. Il avait l'impression que sa poche pesait sur son appareillage quand elle se remplissait. Et donc, il a quand même voulu tenter le système 2 pièces clic. Donc, Béa a bien gentiment apporté au patient ce qu'il lui fallait pour pouvoir faire le changement. Et donc, il a pu tester le 1 pièce et le 2 pièces, se rendant compte au final que le 1 pièce était pour lui beaucoup plus confortable que le 2 pièces clic, qui était plus rigide, surtout en position assise. Et donc, il a finalement fait son choix sur le système 1 pièce. Voilà la peau péristomiale. On voit quand même ici un appui du système, malgré que ce soit du concave et qu'il épouse. Mais je vous dis, lui, il doit sa morphologie bombée, il la doit à son hépatomégalie. Donc, il a un foie qui prend énormément de place au niveau de son abdomen. Et il a une production d'acide. Et donc, ça en fait vraiment un patient qui, au niveau cutané aussi, on le sait, chez les insuffisants hépatiques, ils sont super sensibles au niveau de la peau. Donc voilà, il faut quand même être vigilant chez monsieur, même s'il a un système concave qui épouse parfaitement les reliefs. Voilà, on le voit encore ici, donc c'est parfait pour lui. Il est super satisfait du système. Et je pense qu'il continuera à utiliser le Sensura Mio concave très longtemps, autant que la vie lui permette de vivre. Voilà. Merci beaucoup. Merci Nathalie pour ta présentation. Entre-temps, je vois quelques questions dans le chat qui peuvent être répondues par chacun de vous. La première, quelle pâte on conseille en dessous du protecteur concave, donc la pâte en tube ou plutôt les anneaux?
Alors, je pense que les deux peuvent être utilisés. Ce qui est important, c'est la première chose, c'est que le patient sache l'utiliser facilement. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que si vous avez une grande irrégularité autour, je pense, de la stomie, qu'il y a vraiment des creux autour de cette stomie, alors qu'on est quand même sur une bosse, peut-être que les anneaux vont permettre de combler ce creux et vont permettre plus facilement un appareillage sans que les selles ne s'infiltrent en dessous. Mais de nouveau, c'est à tester, c'est comme vous, on est au début des essais et donc ça, c'est ce que je pense et c'est ce que je ferai. Il y a des autres Non, je suis opinions là-dessus? Je suis très d'accord. OK. Deuxième question. L'application du système concave est-il facile à expliquer aux patients? Tout à fait. Enfin, moi, je lui ai vraiment expliqué comment décoller de façon efficace le protecteur, enfin le protecteur du protecteur pour le coup. Et la poche, dès qu'on décolle ce film, se remet directement en position, donc non, aucune difficulté. Donc il n'y a pas de souci avec le flip? Pas du tout. Pas du tout. En tout cas, chez mon patient, non. Mais comme le dit Brigitte, on est au début des essais, donc il faut aussi s'adapter à tous les types de patients et l'âge du patient aussi. Donc, Moi, je dirais que c'est intuitif, que les gens ne se posent pas 50 questions, ils le font tout seuls. Oui, c'est ce que je dirais aussi. Et on a travaillé avec des nouveaux patients où on a testé le produit aussi avec les infirmières à domicile. Et je dois dire, il n'y a même pas de questions qui sont venues du domicile, pas d'erreur de placement. Il y a juste les petits œillets pour la ceinture qu'il faut tenir à l'œil pour la fixation. Mais c'est vraiment tout. OK. Et alors, encore une question. Les stomathérapeutes ressentent-elles un besoin pour un système concave flex? Alors, oui. Oui. J'avais testé sur un troisième patient, qui est un monsieur qui est stomisé depuis des années, 98 ans. Vous allez me dire, je n'ai testé que chez des personnes âgées, mais voilà, c'est ce qui était à ma portée. Et donc, ce monsieur, il avait un système flex avant que je ne mette en route le test. Alors, il est revenu et il m'a dit, madame, quand vous aurez le système flex en comme ça, c'est ça que je veux et rien d'autre. Pourquoi? Parce que c'est madame qui change la plaque et monsieur savait changer sa poche tout seul avec le système flex et il n'y arrivait pas avec le système clic. Et le système in-pièce, c'est pas possible puisque monsieur ne sait pas changer lui-même son appareillage. Et donc voilà, c'est un patient pour qui c'est pas encore la panacée, mais je suis sûre que Coloplast va nous développer ça dans les prochaines années. Des autres Moi, je suis assez d'accord. Moi, je suis très fan du flex, donc BAC, que c'est les 3/4 de mon utilisation chez Coloplast, puisque je suis pour un système très, très souple pour les patients, pour un maximum de confort. Donc oui, pour le flex, certainement. Oui. OK. Alors, je n'ai pas de Duflex prévu pour l'instant, donc non, on vient de dire. Hein. Peut-être que Coloplast va encore le développer. Et alors, il y a aussi encore une remarque, le flex m'intéresse aussi dans certains cas. Donc, il y a encore des autres personnes qui sont vraiment intéressées dans ce système-là. Pour le reste, je ne vois plus de questions dans le chat. Donc, un grand merci pour votre présence dans le studio. Hein? Merci. Bientôt, on termine ce webinaire. Puis-je vous demander de juste remplir le petit questionnaire que vous allez recevoir dans un instant. Au nom de Coloplast, je tiens à vous remercier pour votre participation. Si vous avez encore des questions ou vous voulez encore des infos supplémentaires sur le Sensura Mio concave, n'hésitez pas à contacter Coloplast. Merci et au revoir.